Lorsque le gouvernement allemand a autorisé la livraison d'environ 50 chars Flakpanzer Gepard à l'Ukraine en avril 2022, il ne pouvait pas imaginer à quel point il deviendrait important dans la lutte du pays contre la Russie. Après tout, l'Allemagne avait déjà mis au rebut et retiré le Gepard il y a plus de 10 ans. Il avait été développé dans les années 1960, mis en service dans les années 1970, et finalement remplacé en 2010. Pour Berlin, il s'agissait d'un équipement ancien et obsolète, qui n'avait plus qu'une valeur limitée à offrir. Puis l'Ukraine s'en est emparée et a réussi à transformer ce char vieux de plusieurs décennies en un véritable monstre. Pour comprendre ce revirement remarquable, il est important de d'abord savoir ce qu'est le Gepard et ce dont il est capable. Le Flakpanzer Gepard, également connu sous le nom de Guépard, est un char anti-aérien automoteur capable d'opérer par tous les temps. Cela signifie que, contrairement aux chars de combat principaux classiques, qui sont conçus pour les combats de première ligne et les affrontements directs avec d'autres chars et véhicules blindés, le Gepard a été exclusivement conçu pour lutter contre les aéronefs ennemis, y compris les avions volant à basse altitude et les hélicoptères. L'idée du Gepard est née dans les années 1960, lorsque l'armée ouest-allemande, ou Bundeswehr, s'est rendu compte que les systèmes anti-aériens existants comme le M42 Duster des États-Unis devenaient progressivement obsolètes. Les avions d'attaque gagnaient en vitesse et agilité, tandis que les hélicoptères d'attaque devenaient une menace croissante. L'OTAN avait besoin de systèmes plus mobiles, précis, et capables d'accompagner les chars et les véhicules blindés d'infanterie au combat pour engager les aéronefs ennemis, quel que soit le terrain ou les conditions météorologiques. En conséquence, 2 équipes de développement composées de diverses entreprises européennes, dont Rheinmetall, AEG, Gross Maffei et Oerlikon, se sont mises au travail pour mettre au point un remplaçant du Duster. Divers prototypes ont été fabriqués et testés avant que la Bundeswehr ne prenne sa décision finale. Le modèle retenu était basé sur le châssis d'un char de combat principal Leopard 1. Mais au lieu du canon rayé standard de 105 mm L7A3, L52, que l'on trouve sur un Léopard, un classique, le Gepard était équipé à la place d'une paire de canons automatiques Oerlikon KDA de 35 mm, capable de tirer jusqu'à 550 coups par minute. Sous le capot, le Gepard abritait également un système de conduite de tir informatisé, capable d'engager des cibles de manière autonome, ainsi qu'un radar de recherche et un radar de poursuite. La production de masse a commencé au milieu des années 1970 et des centaines de Gepards ont ensuite été construits, y compris le Gepard allemand standard et le CA-CA1 néerlandais, qui était équipé d'une installation radar différente. Alors que de nombreux chars sont restés longtemps en service dans la Bundeswehr et l'armée néerlandaise, des centaines ont été expédiés vers d'autres pays, dont la Belgique, le Chili et la Roumanie. Pendant la guerre froide, pour laquelle il a effectivement été conçu, le Gepard est devenu largement considéré comme l'un des systèmes anti-aériens les plus performants au monde, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il offrait de nombreux avantages par rapport aux systèmes anti-aériens existants. Le premier, et peut-être le plus important, était sa mobilité. Contrairement aux canons anti-aériens tractés, déplacés par d'autres véhicules, le Gepard pouvait se déplacer de façon autonome. Construit sur la base du Léopard 1 et doté d'un moteur MTU à 10 cylindres multicarburant, il était capable d'atteindre des vitesses relativement élevées, sur route, allant jusqu'à 65 km/h, tout en bénéficiant d'une autonomie opérationnelle d'environ 550 km. Cela signifiait qu'il pouvait suivre le rythme des autres chars et véhicules blindés, et même en traversant des terrains difficiles ou en tout terrain, ce n'était pas le genre de système à s'enliser facilement dans la boue. Il pouvait aller partout, où le reste de la force allait, sans prendre de retard, ni nécessiter de précaution ou d'assistance particulière. De plus, le Gepard avait l'avantage d'être un système anti-aérien autonome. C'était unique à l'époque, car la plupart des défenses aériennes étaient faites d'éléments séparés, de véhicules radars et de postes de commandement. Le Gepard avait tout ce dont il avait besoin réuni en un seul élément, y compris le radar de recherche, le radar de poursuite, les canons, les munitions et le système de conduite de tir. Son équipage pouvait détecter, identifier, suivre et engager des cibles quand il le fallait, sans avoir à se coordonner avec d'autres équipes ou à dépendre d'autres moyens. Le Gepard s'est aussi fait connaître pour ses temps de réaction exceptionnels, pouvant verrouiller une cible et tirer en quelques secondes. Et quand on doit faire face à la perspective d'avions d'attaque volant à basse altitude, se déplaçant rapidement, ou d'hélicoptères d'attaque surgissant soudainement à l'horizon, ce genre de rapidité compte vraiment. En ce qui concerne la puissance et les performances, le Gepard surpassait également de loin bon nombre de ses contemporains.
Il était équipé non pas d'un, mais de 2 des meilleurs canons anti-aériens de l'époque, ce qui lui permettait de tirer la quantité impressionnante de 1100 coups par minute au total. Avec une excellente précision et une portée efficace de plusieurs kilomètres, ces canons pouvaient littéralement lancer un mur d'obus dans les airs, transformant le ciel en un piège mortel pour tout pilote soviétique qui osait s'approcher de trop près. Cela signifiait aussi que de nombreuses contre-mesures anti-aériennes soviétiques courantes, telles que leurres, brouilleurs radars ou systèmes de guerre électronique, n'étaient pas une grande menace pour le Gepard. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de lancer des dizaines et des dizaines d'obus vers sa cible, et il avait ainsi une probabilité supérieure à la moyenne de l'abattre. C'était, à bien des égards, l'arme parfaite pour son époque, la riposte idéale contre les avions d'attaque soviétiques, les bombardiers volant à basse altitude et les hélicoptères d'attaque comme le Mi-24. Mais l'époque du Gepard semblait finalement toucher à sa fin. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l'environnement stratégique n'était plus le même. La guerre froide a pris fin, l'Union soviétique s'est effondrée, et les types de menaces que le Gepard était censé affronter semblaient avoir disparu. L'idée de vastes batailles de chars et de bombardements à travers l'Europe centrale ne semblait plus très probable. Les principales forces militaires mondiales ont alors mis l'accent sur le développement de missiles solaires, créant des systèmes de défense aérienne à la portée bien supérieure aux canons conventionnels comme le Gepard. Tout à coup, ce système autrefois parmi les meilleurs au monde commençait à ressembler à une relique. Les planificateurs militaires prévoyaient que les futurs conflits seraient dominés par des missiles supersoniques et des avions d'attaque valant 1 milliard de dollars. Ils n'imaginaient pas qu'il y aurait une place sur ce genre de champ de bataille pour un canon pesant près de 50 tonnes, nécessitant son propre équipage formé, et un soutien logistique pour fonctionner, et demandant également un entretien coûteux et important, en raison de sa complexité mécanique. Berlin ne pouvait plus justifier de conserver et d'entretenir une flotte relativement importante de ces canons anti-aériens, car elle ne s'attendait plus à devoir réellement les utiliser un jour. À cela s'ajoutait le fait que, pendant les années 90 et 2000, la Bundeswehr était presque exclusivement concentrée sur des déploiements à l'étranger. Ces forces de l'ENO se sont rendues dans des endroits comme l'Afghanistan pour aider aux opérations de contre-insurrection et de soutien à la paix. Dans ce genre de contexte, il n'y avait pas de grande quantité de chasseurs ennemis et d'hélicoptères d'attaque à craindre, donc le Gepard semblait de plus en plus inutile. En conséquence, l'inévitable s'est finalement produit. En 2010, le Gepard a été officiellement retiré du service allemand. Il a été remplacé par quelque chose de très différent. Le système de défense aérienne légère Wesel 2, qui était légèrement plus rapide et nettement plus léger et compact, ce qui le rendait beaucoup plus facile à transporter et à déployer là où il était nécessaire. Ainsi, de nombreux anciens Gepards ont commencé à prendre la poussière, semblant voués à la casse ou à l'exportation, vers des pays au budget militaire modeste, prêts à investir dans du matériel jugé obsolète en Europe occidentale. Les années suivantes, l'Allemagne comptait expédier certains de ces systèmes au Brésil et au Qatar pour la sécurité des Jeux Olympiques d'été et de la Coupe du Monde de la FIFA. Puis la guerre en Ukraine a éclaté. Au début, l'Allemagne a été critiquée pour son manque de soutien aux forces de Kiev, Berlin ayant tristement proposé d'envoyer quelques milliers de casques à l'Ukraine juste avant le début de la guerre. Peu de temps après, cependant, le gouvernement allemand a commencé à envisager beaucoup plus sérieusement les moyens par lesquels il pourrait aider l'armée ukrainienne à défendre sa patrie. Et le 26 avril 2022, il a été annoncé que des dizaines de Gepards seraient envoyés à Kiev à partir des stocks détenus par le fabricant allemand Krauss-Maffei-Wegmann. Depuis, l'Allemagne a fourni au moins 55 de ces canons anti-aériens à l'Ukraine, qui ont depuis été qualifiés de meilleurs tueurs de drones de tout l'arsenal du pays. Comment un élément jugé obsolète est-il soudain devenu essentiel lors de la plus grande et dévastatrice guerre du XXIe siècle? Mais avant d'y répondre, vous regardez The Military Show, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. La raison pour laquelle le Gepard a connu un tel succès sur les champs de bataille d'Ukraine tient à une vérité simple et inévitable. Les prédictions étaient fausses. Les planificateurs militaires allemands imaginaient un futur où des missiles ultra rapides et des avions d'attaque dotés des technologies militaires les plus avancées décideraient des conflits. Ils n'ont pas pensé aux drones. Ils n'ont pas compris à quel point les drones auraient un impact énorme. Puis, la guerre en Ukraine a commencé, et le monde a commencé à voir à quel point les drones pouvaient être destructeurs et dévastateurs lorsque la Russie a lancé d'immenses essaims de ces appareils vers les villes et localités ukrainiennes. Plus le temps passait, plus les drones devenaient importants.
Le Kremlin a fortement investi dans cette technologie, installant de nouvelles usines de drones et augmentant l'ampleur et l'intensité de ses attaques. L'Ukraine a dû trouver des moyens de se défendre contre ces frappes, et le Gepard s'est avéré l'option la plus efficace. Quelques mois à peine, après l'arrivée du système en Ukraine, les soldats de Kiev l'ont couvert d'éloges, décrivant à quel point il s'avérait efficace pour contrer les drones suicides de type Shahid russe. Des rapports indiquent que des canons Gepard abattaient des dizaines de drones à la fois, et certains ont même détruit des missiles de croisière russes. Au fil des années, la réputation du Gepard s'est accrue, et même lorsque l'Ukraine a acquis et développé une gamme plus large de moyens de défense aérienne, construisant l'un des réseaux de défense les plus complexes et les plus stratifiés au monde, le Gepard est resté sans doute l'élément le plus important du dispositif. Les défenseurs ukrainiens n'ont pas eu à modifier le Gepard pour qu'il soit efficace. Ils n'ont pas eu besoin de moderniser cet équipement prétendument obsolète, avec de nouveaux ajouts ou des technologies supérieures pour le mettre aux normes actuelles. Ils l'ont simplement utilisé exactement comme il était censé l'être, avec des résultats remarquables. Et il y a 4 raisons principales à son succès. Le premier facteur, et peut-être le plus important, c'est le coût. De nombreux systèmes de défense aérienne occidentaux modernes sont extrêmement chers. Ils coûtent cher à l'achat et à l'usage, car beaucoup lancent des missiles intercepteurs valant plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de dollars chacun. Les missiles PAC-3 utilisés dans le système Patriot américain par exemple coûtent environ 4 millions de dollars l'unité. Ce genre de prix peut être justifié si vous tirez un PAC-3 contre un autre missile de valeur similaire, le détruisant en vol et sauvant ainsi des dizaines de vies. Cependant, face à des drones coûtant des dizaines de milliers de dollars à produire et pouvant être envoyés par centaines en essaim, l'équation financière perd son sens. C'est pourquoi les réseaux modernes de défense aérienne ne peuvent pas être composés uniquement de batteries de missiles Patriot et de systèmes sophistiqués similaires, lançant des intercepteurs coûteux. Chaque nation souhaitant défendre son espace aérien contre les drones a besoin d'alternatives nettement moins coûteuses à utiliser, et le Gepard correspond parfaitement à ce besoin. Ces obus de 35 mm ne coûteraient que quelques centaines d'euros pièce. C'est une différence énorme par rapport aux missiles intercepteurs, qui coûtent plusieurs millions de dollars. Et cela signifie que l'Ukraine peut tirer en toute confiance des centaines, voire des milliers de ces obus dans les airs pour repousser les essaims russes, sans avoir à s'inquiéter de se retrouver avec une facture impossible à payer. Et cela nous amène au deuxième grand avantage du Gepard, la disponibilité. Cela inclut à la fois la disponibilité des systèmes eux-mêmes et celle des munitions qu'ils utilisent. L'Allemagne disposait de dizaines de ces systèmes lorsque la guerre a commencé, donc elle n'a eu aucun mal à s'en procurer et à les envoyer en Ukraine presque immédiatement. Les munitions ont posé un peu plus de difficultés, car la Suisse, nation neutre, a empêché l'Allemagne d'envoyer ses stocks d'obus suisses à Kiev, et a également restreint d'autres transferts militaires vers l'Ukraine, obligeant Berlin à chercher des alternatives. Heureusement, en décembre 2022, la plus grande entreprise de défense allemande, Rheinmetall, avait décidé de construire une toute nouvelle usine pour contourner l'interdiction suisse. La production de nouveaux obus a commencé au printemps 2023, et des centaines de milliers de munitions ont depuis été fournies à l'Ukraine. Ceci contraste fortement avec de nombreux autres systèmes de défense aérienne et d'autres armements, envoyés à l'Ukraine par ses alliés occidentaux. Dans de nombreux cas, ces systèmes n'ont été fournis qu'en petit nombre ou avec des quantités limitées de munitions, car il n'y en avait tout simplement pas assez de disponibles. Les missiles utilisés dans le système Patriot, par exemple, sont tellement coûteux à fabriquer et tellement demandés à travers le monde que l'Ukraine n'a pu en recevoir et en utiliser qu'une quantité relativement faible. On retrouve la même situation avec d'autres systèmes, dont beaucoup ont été envoyés à Kiev mais ont depuis été laissés à l'abandon, car les munitions qu'ils utilisent ne sont tout simplement pas disponibles en quantité suffisante. Le pays a subi les effets de cette crise de pénurie de munitions, devant sélectionner avec soin les systèmes qu'il utilise et les cibles qu'il frappe, tout en s'appuyant davantage sur ses propres défenses développées localement, plutôt que sur celles fournies par l'Occident. La Russie a aussi profité de la situation en lançant des essaims croissants de drones et des salves de missiles sur l'Ukraine, espérant que l'adversaire manque de défense pour tous les arrêter. Heureusement, du moins en ce qui concerne le Gepard, il y a largement assez de munitions pour répondre aux besoins de Kiev. L'accessibilité et la disponibilité n'auraient guère d'importance si le Gepard n'était pas vraiment capable d'éliminer les drones. Et cela nous amène au troisième avantage de ce système, ses performances. Des années après le début de la guerre, de nombreuses preuves montrent que le Gepard est à bien des égards le meilleur tueur de drones russes. Les drones du Kremlin sont peu coûteux à fabriquer en masse, mais ont plusieurs inconvénients évidents.
Ils sont relativement lents, volent à basse altitude, ont des signatures radar facilement détectables et suivent des trajectoires de vol relativement prévisibles. Cela en fait des cibles idéales pour des canons anti-aériens de l'époque de la guerre froide comme le Gepard. Les radars intégrés au canon détectent et suivent ces cibles avant de les détruire par de courtes rafales. Et même lorsque la Russie déploie ses drones en grande quantité, espérant saturer les radars ukrainiens et submerger ses défenses, le Gepard s'en sort étonnamment bien. Il a la capacité d'engager plusieurs cibles les unes après les autres, avec une grande efficacité, et peut littéralement saturer l'aire d'obus, rendant presque impossible pour la plupart des drones de passer d'un point A à un point B, sans être détruits en chemin. Leur cadence de tir élevée, combinée à leur vaste stock de munitions, en fait la contre-mesure optimale face aux frappes de saturation russes. Alors que les systèmes de missiles nécessitent de longues phases de préparation et de rechargement, les Gepards continuent de tirer tant qu'il reste des munitions. Les Gepards peuvent ainsi être déployés en première ligne, ou plus en arrière sur le territoire national. Autour des infrastructures clés telles que centrales électriques, installations industrielles, dépôts de munitions et centres de transport, ils scrutent le ciel à la recherche de tout signe d'activité ennemie, prêts à ouvrir le feu en un clin d'œil et à défendre les sites les plus précieux et stratégiques du pays. Ce qui nous amène au dernier avantage du Gepard, sa mobilité. Il s'agit d'un conflit à grande échelle. Les lignes de front s'étendent sur des centaines de kilomètres dans chaque direction, et la Russie bombarde régulièrement des villes et des localités à travers l'Ukraine, y compris des zones situées à des centaines de kilomètres du front. Cela donne à l'Ukraine une immense étendue de territoire à défendre, et elle doit souvent repositionner ses moyens les plus importants, à mesure que ses tactiques et priorités évoluent. Heureusement, comme il s'agit d'un système automoteur et non tracté, le Gepard peut aller là où on en a besoin. Contrairement aux installations fixes, l'Ukraine peut déplacer ses canons à la demande, pour défendre diverses villes selon l'évolution des menaces, protéger des infrastructures critiques en réponse à des renseignements faisant état d'attaques imminentes, ou escorter des formations militaires vers le front. Une fois installé, le Gepard assure une présence défensive durable en engageant toute menace volante à basse altitude entrant dans sa portée. Même l'Allemagne a été tellement impressionnée par le rôle vital du Gepard en Ukraine qu'elle a accéléré le développement de son programme Sky Raider, un système de tourelles de défense aérienne à courte portée qui s'inspire largement du Gepard et sera utilisé pour contrer les drones et les munitions rôdeuses. Vous pouvez maintenant découvrir une autre arme fournie par l'Occident, qui a fait un retour en force en Ukraine dans cette vidéo, qui s'intéresse au système de missiles britannique surnommé Crayon Meurtrier. Sinon, regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la situation actuelle de la guerre, avec l'Ukraine en position de force, et la Russie en difficulté sur tous les fronts. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour rester informé des dernières actualités et évolutions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que des autres conflits à travers le monde.